Semaine de budget à Québec. Pour l'occasion, je reçois Philippe Goujon. Il est économiste et directeur chez APECO et accessoirement ancien directeur de cabinet du ministre des Finances. Ensemble, on va se pencher sur une déclaration qui a marqué l'actualité politique cette semaine. Bienvenue à Duo. Donc, budget du Québec. Le gouvernement nous avait préparé un peu le terrain, mais mardi soir, sur la colline parlementaire, les réactions à la question « Pis, satisfait du budget? » C'était des bofs, des haussements d'épaules. Il y avait des élus et du staff qui avaient un peu la face longue, on doit le dire. On écoute un extrait du discours du budget. Je présente aujourd'hui le budget 2024-2025 du gouvernement du Québec. Un budget qui priorise la santé et l'éducation. Un budget exigeant, Madame la Présidente, qui s'inscrit dans un contexte économique à la fois tendu et source de nombreux défis. Bon, c'est un extrait d'un long discours. Le discours du budget, c'est assez long. C'est au Salon Bleu. C'est prononcé par le ministre des Finances. On va décortiquer ça avec Philippe Goujon. Bonjour, Philippe. Salut. Donc, je voulais ta perspective cette semaine parce que tu as vécu ça dans les coulisses, évidemment. Le budget, c'est un vaste exercice de communication, mais c'est aussi un vaste exercice qu'on ne voit pas. Nous, les simples mortels, tu en as préparé des budgets. Oui. Jamais ces budgets-là ont été qualifiés d'exigeants. Qu'est-ce qui a changé depuis ton époque? Mon époque, il n'est pas si lointaine encore. Beaucoup ont changé. Moi, quand je suis arrivé, je vais faire un peu un retour en arrière. Dans le fond, je suis arrivé au pouvoir, la CAQ est arrivée au pouvoir en 2018. Mais on avait effectivement, puis le ministre l'a souvent dit, les finances publiques étaient en ordre. Là. Il y avait des surplus. Les libéraux vous avez laissé un bon magot. Là. Mais c'est pour ça que je voulais prendre le temps de faire un peu un retour en arrière. Revenons en 2015. En 2015, ils ont coupé. L'austérité, là, ils ont coupé dans plusieurs programmes. Les croissances de budget, là, je n'essaierai pas trop de dire de chiffres aujourd'hui, mais à 0%, là, ça veut dire les salaires augmentent à 2-3, mais donc tu coupes pour arriver à pas de croissance de dépenses. Mais là, donc, on a vu plein d'implications au niveau des services en santé, en éducation. Donc, quand la CAQ est arrivée au pouvoir en 2018, oui, il y avait des surplus, mais il y avait aussi un rattrapage au niveau de la qualité des services qu'il fallait faire. Donc, il y a eu beaucoup de réinvestissements qui ont été en santé et en éducation, puis c'est les deux postes les plus coûteux. Puis là, donc, on reçoit ça, on investit, on dépense beaucoup aussi quand même, parce que quand tu as beaucoup d'argent, c'est dur d'être chiche. Puis là, on arrive, pandémie. Là, encore là, c'est un moment particulier, parce que la pandémie, il faut que tu sortes l'argent. Il faut que tu aides les entreprises à ne pas faire faillite. Il faut que tu donnes des moyens aux infirmières de faire leur travail. Il faut que tu donnes que tu incites les préposés aux bénéficiaires à travailler. Donc, l'argent, encore là, c'était, en guillemets, money is no object. Tu le fais. Et après, élection. Donc, moi, oui, ça aussi, ça a eu des impacts budgétaires, disons, oui, les élections. Ben, c'est sûr, il y en a toujours, parce que tu ne peux pas déposer un budget austère ou difficile à la veille d'une élection. Donc, c'est pas le moment de faire attention. C'est le moment de promettre des baisses d'impôts puis de l'écrire sur les pancartes. Ça, c'était à l'élection, pas après élection. Mais oui, ça a été fait. Mais je rappellerai que la CAQ avait le cadre financier, ça, c'est aussi moi qui l'ai fait, le cadre financier le moins dépensier. Mais donc, tout mon parcours a été caractérisé par le fait qu'on fallait dépenser ou on avait les moyens de dépenser. Ce qui n'a pas été le cas hier. Hier, là, ils sont dans un nouveau paradigme. C'est évident. L'argent rentre moins vite. La croissance économique est presque nulle. À 0, on va dire que c'est nul. Donc là, tu fais, OK, mes dépenses continuent à augmenter aussi vite qu'avant, puis mes revenus ne montent plus. Qu'est-ce que je fais? Donc, c'est pour ça qu'on a vu un des plus petits budgets depuis l'arrivée de la CAQ. Seulement 8 milliards de dollars, quand avant, c'était des 20 et plus milliards de dollars sur 5 ans. On voit que la CAQ est prise dans une situation où il faut qu'elle ménage
elle trouve un moyen de dépenser de faire l'essentiel. Avant, on faisait tout. Maintenant, ils font l'essentiel. Puis on met des mesures aussi pour essayer d'aller rechercher Ouais. un peu d'argent pour augmenter les revenus, baisser les dépenses. Tu m'ouvres la porte parce que tu disais c'est difficile d'être chiche quand on a de l'argent, ce qui était le cas au début, dans le premier mandat de la CAQ. Quand Éric Girard dit que c'était un budget exigeant, ses collègues ministres devaient eux aussi être exigeants. Il se passe toutes sortes de choses. Il y a des crises, il y a des besoins de rénover des infrastructures, il y a une crise des opioïdes, il y a une crise du logement. Donc, c'était pas facile à l'époque de dire non parce qu'on avait beaucoup de sous. Est-ce que c'est plus facile maintenant de dire non quand on a les poches vides? En quelque sorte, oui. Mais les conséquences, c'est que tu dis non à beaucoup plus de gens et plus rapidement. Par exemple, dans les premiers budgets qu'on faisait, les ministères faisaient leurs demandes, on le donnait généralement pas loin de la moitié des demandes qu'ils faisaient. Et tu demandais, il y avait 10 demandes, donnait à peu près 5 pour des valeurs. Mais maintenant, peut-être qu'ils vont en avoir une, deux ou zéro. Parce qu'ils vont dire, OK, ça, c'est une priorité pour nous, le gouvernement. Est-ce qu'il y a des conséquences politiques à ne pas faire celle-là, pas faire celle-là? Ils vont choisir vraiment plus rapidement c'est quoi les choix. Donc, c'est plus facile parce que tout le monde est au courant aussi de la situation. Là. C'est ceux qui avertissent. Donc, c'est un peu plus facile de dire non, mais tu le dis tellement vite que les ministres ils se retrouvent dans des situations presque impossibles parce qu'ils savent qu'ils vont déplaire à tout le monde. Puis on a juste à écouter les médias. Suivre un peu la situation. C'est difficile dans beaucoup de dossiers. Donc, ils savent qu'ils vont déplaire. Ça doit être, tu parlais justement des élus, là. Ils savent que là, ils vont commencer à déplaire. Avant, ils n'ont pas eu cette difficulté-là. Là, ils commencent à la vivre, puis ça va être de pire en pire avec ce qu'il nous a dit hier. Puis les élus, bon, il y a les ministres, évidemment, qui vont faire face à chacun leur clientèle, leur groupe. Puis il y a les députés aussi qui font face à leurs citoyens dans leur circonscription. Comment tu penses que ce budget-là est reçu par le simple citoyen qui n'a pas écouté le discours au complet et tout ça, qui écoute un peu les nouvelles? Qu'est-ce que tu penses que c'est le sentiment général en ce moment dans la population? Je commençais à dire, c'est bien que les citoyens n'écoutent pas le discours complet, c'est long, il n'est pas si intéressant. En effet. Il n'est pas si intéressant. Les résumés des journalistes, il faut le dire, sont généralement bons. Le topo, on l'a pas mal là. Ce qu'ils se disent, c'est sûr qu'on a entendu tout le monde parler des déficits hier. Puis autant ils vont comprendre que c'est beaucoup, autant que 11 milliards, 8, 2, c'est des chiffres tellement abstraits, des milliards de dollars. Qui sait vraiment c'est quoi un milliard? Ce qui est frappant en ce moment, c'est qu'on le sait que c'est un chiffre qui est record. Même si on a beaucoup de difficultés à se figurer qu'est-ce que ça veut dire. Tu sais, par exemple, on pourrait faire l'exercice ensemble d'essayer de ramener ça à un ménage de 2 personnes qui gagnent, je ne sais pas, 60 000 chacun. C'est combien qu'il y aurait sur la carte de crédit qui équivaudrait à ce 11 milliards-là. Mais les gens seraient capables de se figurer un peu que c'est dur à rembourser, là, des déficits comme ceux-là, non? Oui, mais en fait, peut-être que je n'irai pas dans les chiffres, mais je vais donner l'exemple d'une famille. Le gouvernement, ça a été comme une famille qui, pendant plusieurs années, depuis 2018, là, pendant plusieurs années, ses revenus augmentaient. Puis il vivait quand même sur des dépenses historiques pas très. Tu sais, il était habitué de vivre avec moins d'argent, donc il faisait attention. Puis à un moment donné, tu as de l'argent, je vais le dépenser. Je vais commencer à aller m'entraîner plus souvent, je vais faire des sorties, je vais aller dans les restaurants plus chers. Puis là, tu vas commencer à dépenser, puis ça va devenir une habitude. Puis là, un jour, tu fais comme. Puis tu continues en disant ça va toujours être comme ça. Mon revenu va toujours continuer. C'est humain. Puis les politiciens, ça reste des humains aussi. Là, il arrive au moment où ben là, les revenus arrêtent d'augmenter. Mais toi, tu continues à augmenter tes dépenses. Puis là, hier, ce qu'ils nous ont dit, c'est on vient de réaliser que nos revenus ont arrêté d'augmenter puis que je dépense trop pour ça. Il faut que je trouve un moyen de couper. Mais c'est même pour nous, j'ai le goût de m'entraîner, j'ai le goût d'aller au restaurant. C'est dur de ralentir le rythme de vie, hein? Peu importe qui, c'est difficile. Mais c'est encore plus dur pour le gouvernement parce que ça touche plein de gens. Les conséquences de réduire un crédit d'impôt pour aîné, c'est l'aîné, lui, il se retrouve dans une situation où il y a moins d'argent. Donner moins en santé, ça veut dire des services de moins en santé. Ne pas donner de l'argent pour rénover des parcs ou des écoles, mais c'est des écoles puis des parcs en mauvaise. Donc,
on le vit direct, mais à un moment donné, tu ne peux pas tout faire. L'argent n'est pas infini. On les voit. Les policiers, ils voient les problèmes. Là. Ils veulent les régler. Là. Ils aimeraient bien ça, qu'il n'y ait absolument aucun enjeu. Mais à un moment donné, l'argent n'est pas Puis tu sais, toujours là. tu le disais, c'est des gros montants. En fait, un budget aussi, c'est une pluie de chiffres. Là. Puis c'est vrai que les journalistes font un excellent travail pour nous décortiquer ça. Ils invitent des gens comme toi pour nous expliquer plus simplement et tout. Mais le sentiment que les gens ont cette semaine, là, en voyant un déficit de 11 milliards, à ton avis, c'est quoi l'état d'esprit de la population? Sûrement un peu d'inquiétude à cause du ton adopté par le gouvernement, du fait qu'ils veulent retrouver l'équilibre budgétaire, que ça va être difficile, un budget exigeant. Il n'y a rien de... Tous les mots choisis conduisent vers l'inquiétude. Un peu d'anxiété. Ouais. Puis le ministre a choisi de ne pas déposer un plan de retour à l'équilibre budgétaire maintenant. Est-ce que ça vient pas non plus augmenter l'anxiété? C'est qu'on sait même pas... On sait qu'on va devoir s'en sortir éventuellement, mais papa nous dit pas comment on va s'en sortir finalement puis qu'on va rembourser les cartes de crédit. C'est pas un peu inquiétant, ça aussi? Oui, je suis pas sûr que les Québécois en général comprennent tant que ça, ce genre d'enjeu-là. Puis c'est pas une critique. La littératie financière au Québec reste quand même limitée. On a un cours au secondaire, puis après, on n'a plus besoin d'en faire. C'est juste normal, mais donc ça fait qu'on comprend mal les conséquences de ça. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'ils reportent d'un an toutes les exigences pour retrouver l'équilibre budgétaire. Ce que ça nous dit, c'est il essaie de trouver un moyen d'y arriver sans que ça soit trop difficile, mais on emprunte plus longtemps. Je reviens à l'exemple d'une famille. Tu sais que tu vas réduire tes dépenses, mais tu attends plus longtemps pour les réduire, puis tu étales ça longtemps. Mais ta carte de crédit, elle grossit. Là. Je veux dire, l'argent que tu as dessus, elle va continuer à s'accumuler pendant longtemps, tes dettes. Donc, puis le choix que le gouvernement fait, c'est de ne pas couper, de ne pas retourner à l'austérité. Le gouvernement ne voulait pas se faire accoler l'étiquette d'austérité. Mais pour vraiment avoir un impact là, sur les dépenses, il faut s'attaquer à la santé et à l'éducation. C'est ça le choix devant lequel on est. il y a pas, c'est plus de 50% du budget. Si tu veux réduire la croissance des dépenses, ça peut aller là. Cela dit, ils savent aussi au gouvernement que qu'est-ce qui a fait mal aux libéraux, c'est qu'ils ont coupé en éducation et en santé. Donc, ça va être la dernière place qu'ils vont vouloir couper. Mais ça va être difficile. Parce que là, je viens de dire, santé et éducation, c'est plus que 50%, mais tu as aussi les frais de la dette, les intérêts, qui s'accumulent, donc qui reste que 30%. Fait que la marge Pour de le reste. manœuvre n'est pas très grande. Il n'y a C'est pour pas ça mille qu'ils options. visent Là. les crédits d'impôt. Puis ils vont chercher à réduire leurs dépenses au niveau de la fiscalité, à mon avis, ou peut-être générer des revenus, mais encore là, ça va faire mal à des gens. Puis plus tu récupères d'argent, plus tu fais mal à le monde. Mm. C'est mathématique. Est-ce qu'il aurait fallu être plus prudent avant? Ouais. Oui, un peu. Puis je reviens sur le fait il y avait beaucoup d'argent. C'était dur de dire non. Puis avant la pandémie, on ne pouvait pas le prévoir non plus. Non, là, c'est ça. Puis il fallait agir à ce moment-là. Mais on savait, quand tu as beaucoup d'argent, c'est dur de dire non à tout le monde, à qui que ce soit en fait. Mais est-ce que tout ce qui a été fait était nécessaire? Je suis assez convaincu que non. Est-ce que c'était des bonnes idées? Probablement. Mais nécessaire? C'est sûr que c'est plus facile à posteriori, évidemment, de se dire Exactement. ça. Du révisionnisme, c'est toujours un peu risqué, mais en même temps, faut être honnête. Là. Tu parlais un peu de la littératie économique et financière au Québec qui est, on peut dire, un peu déficiente. Là, et je plaide coupable comme tout le monde. Je pense que c'est vraiment un niveau général qui est assez bas. Le ministre disait que c'est un budget exigeant. Est-ce qu'on a les outils nécessaires comme citoyens pour être plus exigeants, nous, face au gouvernement? Tu sais, par exemple, de comprendre les chiffres, d'être en mesure... Parce qu'un gouvernement, ça écoute la population, mais quand la population n'est pas vraiment en mesure de formuler des demandes claires, autres que « gérez bien, s'il vous plaît », penses-tu qu'on aura avantage au Québec à augmenter la littératie financière? C'est évident, puis c'est sûr que moi, j'aime ça. Je suis un économiste. Je n'ai pas étudié là-dedans parce que je n'aime pas ça, mais ça explique tellement le comportement des gens, l'économie. Comment on fait nos choix dans la vie, pourquoi on s'en rend pas compte, mais on fait des choix économiques constamment. Puis
Donc, à mon avis, ça serait important. Puis les économistes prêchent pour ça. Il y a déjà eu des discussions pour qu'il y ait plus de cours au secondaire qu'il y en a au cégep. Moi, j'encourage tout le monde à s'informer de l'économie parce que l'impact, on revient encore au budget. Si tu ne comprends pas que le déficit, c'est un problème, ben ils vont continuer. Tu sais, à Ottawa, les déficits, ils en font. Ils en fait pendant des années. Puis là, ils commencent à avoir des problèmes, mais ils n'ont jamais payé le coût politique. Puis malheureusement, les politiciens, ça fonctionne au coût politique. Donc, si les gens les laissent gagner des élections, peu importe leur situation financière dans laquelle ils nous mettent, le message va être, pas de conséquences. Donc, on continue. Mais il va falloir que des gens comme toi et les journalistes continuent de bien expliquer les choses pour y arriver. Éric Girard a déclaré vouloir laisser la maison en ordre avant de quitter. D'ailleurs, dans le huis clos, ben oui, puis il semble qu'il ait dit que ça serait une successeur. D'ailleurs, une femme qui lui succéderait. Donc, c'est un mystère. On ne sait pas ça va être qui comme tel et quand. Mais sans farce, s'il veut laisser la maison en ordre, entre guillemets, à la prochaine ou au prochain ministre des Finances, il va avoir besoin de combien de mandats pour y arriver, à ton avis, Philippe? Bonne question. Ça dépend c'est quoi sa définition dans l'ordre, mais c'est sûr, à mon avis, dans sa tête, c'est au moins d'avoir un plan de retour à l'équilibre budgétaire crédible et en marche, c'est-à-dire avec des mesures fiscales déjà annoncées qui vont être coupées et des choses comme ça. Après, la réalisation va être dure parce que, je l'ai dit plus tantôt, mais couper des crédits d'impôt à des gens, ça fait mal. Donc, politiquement, est-ce qu'ils vont être capables de faire durer leur choix dans le temps? Ça va être difficile. Puis, encore là, si, admettons, la CAQ perdait les élections à cause de ces choix-là, la personne qui va arriver après va peut-être vouloir dépenser, remettre en place des mesures qui ont coupé. C'est un éternel cycle qui recommence. Exactement, mais à mon avis, ça va être difficile et long. Mais s'il y en a un qui veut faire ça, c'est bien Éric Girard, à mon avis. On a rarement eu un ministre des Finances pour qui le contrôle des finances publiques était aussi important. Je pense que je finirai là-dessus. Bon, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Philippe, merci d'avoir réfléchi avec nous sur ces questions-là. On se revoit la semaine prochaine avec un autre invité. Suivez-nous, abonnez-vous sur Spotify, sur Apple et les autres plateformes et sur les réseaux sociaux aussi. Envoyez-nous vos suggestions d'invités également et de questions. À la semaine prochaine.